Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous vous présenterons le calvaire des populations de Kiossi dans la région du Sud Cameroun, elles qui sont désormais contraintes de s'approvisionner en eau potable en Guinée équatoriale, une situation qui les expose à plusieurs contraintes, comme vous le verrez dans cette édition. Et puis à l'étranger, élections présidentielles et législatives sous la menace de Boko Haram au Nigeria. Le nord-est du pays est d'ailleurs privé de bureaux de vote, idem pour la diaspora qui n'aura pas la possibilité de décider de la suite de la présidentielle dans le pays. Nous aurons d'ailleurs dans ce journal un membre de la communauté nigérienne de Douala qui viendra nous donner son état d'âme par rapport à cette situation qui prévaut dans ce pays frontalier au Cameroun. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, je vous propose de faire un tour en Komba. Komba, c'est une ville, c'est un quartier de l'arrondissement de Douala, 4e dans le département d'Ouvuri. Un an après les casses, eh bien, rien n'a changé sur le site Kerele revendiqué par la Magzi. Les ruines sont toujours visibles alors que les populations déguerpies crient leur souffrance au moment où la plupart d'entre elles n'arrivent pas toujours à être recasées. C'est un reportage qui porte la signature d'Emos Fongor et Sylvestre Hippolyte Zangaou. 26 mars 2014, nous sommes au quartier Komba, par Bonabiri à Douala 4e. Près de 10 000 maisons viennent d'être démolies sous l'impulsion de la Magzi. Un véritable champ de ruines qui suscite la douleur et l'incompréhension de ceux qui les occupaient quelques heures plus tôt. La Magzi reproche à ces nombreuses populations d'habiter illégalement cette zone industrielle. 26 mars 2015, cela fait un an que les populations de Komba ont été déguerpies. Rien n'a changé sur le site, excepté les hautes herbes qui ont remplacé les maisons qui s'y trouvaient. Les ruines sont encore visibles. Et c'est sur les traces de son domicile, qu'il a occupé durant 24 ans, que comme Auguste revient, l'air abattu. La mine serrée, sa douleur reste perceptible. Autant on nous fait perdre toute une année scolaire pour les enfants, et de deux, on ne fait rien sur le site un an après. Vous voyez, et non seulement ça, le gouvernement en place ne regarde, ne veut même pas savoir si cela existe encore dans ce monde ou pas. Âgé de 52 ans, la vie de ce père de famille s'est compliquée au fil des jours. J'étais déjà allé quelque part chez un de mes frères, il a dit qu'il n'en veut plus de chambre pour m'abriter. Alors je suis allé chez la grande sœur. Heureusement qu'elle m'a montré, grâce à l'accord aussi de son mari, il m'a montré un studio qui était déjà totalement délabré. La femme aussi est de son côté, elle loue aussi quelque part, toujours vers... Bon, peut-être parce qu'elle ne veut pas supporter la peine que j'ai subie de l'autre côté. Comme Auguste Kong, Bonaventure Datua et Robinson Tagem, un an après leur déguerpissement, n'ont pu s'abriter que sous le toit de leurs proches. J'habite chez mon beau-père au quartier Nilo, avec ma famille, mes 4 enfants et ma femme. Nous habitons dans une chambre, nous 5. Je faisais, tu vois, je me suis pour les nourrir. Un an maintenant, je souffre avec les enfants. C'est une petite sœur qui m'a donné une chambre. On vit là au moins 19. J'ai 9 enfants avec de grands enfants. Que des enfants encore donnés à la maison qui ne sont pas mariés. On dort moi-même je dors dehors avec les grands enfants. Le reste là-dedans, une chambre là. Je souffre avec l'enfant beaucoup. Un an après, ce site du quartier Komba, dans l'arrondissement de Douala 4e, est resté un champ de ruines, n'ayant pour seul habitant que quelques petites bêtes. Pour Equinox Télévision, Emos Fongo, Sylvestre Hippolyte Zangaou. De Komba dans le 4e arrondissement de Douala, nous nous rendons à Kiossi, ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, où le quotidien des populations n'est pas du tout un long fleuve tranquille. La raison étant que l'eau ne coule pas des robinets depuis plusieurs semaines. La conséquence, ces populations sont contraintes à aller s'approvisionner du précieux liquide en Guinée équatoriale. Une situation qui les met face à plusieurs contraintes, comme on peut d'ailleurs s'en rendre compte dans ce reportage qui porte la signature de Roger Takala et Viviane Kamoua. Il n'y a pas vraiment de l'eau potable. Il y a juste là, ça va il y a 3 semaines.
On n'a pas accès à l'eau potable. Ils sont venus pour puiser de l'eau à boire parce que ça fait environ 3 semaines qu'il n'y a pas d'eau dans la ville de Bolova. Pour laver même les assiettes comme ça, c'est tout un grand problème. Nous qui faisons le commerce, on n'arrive pas à bien nettoyer le poisson, à bien nettoyer les choses. La recherche en eau potable fait courir les populations des Bolova. Et pour cause, depuis plus de 3 semaines, les robinets sont restés secs. Les populations sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres à pied ou à moto pour se procurer le précieux sésame dans les puits et autres points d'adduction d'eau. Ce malgré la qualité douteuse. Soit on va dans les puits ou les forages, comme vous voyez là. Donc c'est vraiment difficile. Nous n'avons pas une certitude pour dire que l'une commence. C'est obligé de le faire parce qu'il y en a pas. Malgré les bousculades, les populations sont tout aussi motivées. Oh les enfants, la parole, le film. Ne discutez pas. Même l'arrivée de Dame Pluie ne semble pas stopper cette frénésie. Je sors de l'eau pour puiser l'eau. Derrière le frère vient pour nous. Ça fait depuis on a coupé l'eau du robinet. Ils sont comme ça pour venir puiser l'eau à boire ici au forage d'air. Face à cette situation, les populations crient leur désarroi et ne savent plus à quel sens se vouer. Ils appellent les pouvoirs publics à leur venir en aide. Si le gouvernement peut vraiment voir le problème qui se passe ici à Bolova, qu'à chaque minute il n'y a pas d'eau, Vraiment nous souffrons trop. Oh les enfants, la parole, le film. Voilà pour ce qui est de la situation de manque d'eau potable à Ebolova, chef-lieu de la région du Sud Cameroun. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur la pénurie d'eau qui persiste à Kiossi, ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Dans la même lancée, nous rendons à Yaoundé où également les populations du quartier Carrière vivent la situation similaire. Pas d'eau, aucune goutte d'eau ne coule des robinets depuis plusieurs mois et la situation pousse donc ces populations à avoir de nouvelles habitudes, entre autres s'approvisionner en eau dans les forages et les puits. Nos reporters Élisée Mbogba et Yannick Mbazoa ont suivi le quotidien de ces populations. Suivez plutôt. À Yaoundé, le quotidien des populations installées ou non dans les quartiers difficiles est un calvaire. Motif, l'eau y est une denrée rare. Au quartier Carrière, par exemple, les robinets sont secs. Ça fait au moins une semaine aujourd'hui, l'eau ne coule pas. Il y a des problèmes d'eau à la Carrière qui datent depuis très longtemps. Ce n'est pas facile ici pour les habitants de ce quartier de s'en sortir pour les problèmes d'eau. Privées d'eau, les populations usent des stratagèmes multiples pour ne pas mourir de soif. On va puiser dans les forages, il y a des puits payables. On paye, on puise, c'est comme ça que nous vivons ici là. Bon, pour avoir de l'eau, on va juste dans les quartiers qui nous ravitaillent à côté, comme au quartier Mbankolo. Ce sont les forages qui soulagent au quotidien les populations du quartier. Mais depuis un certain temps, depuis peut-être 2 ans aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré avec le forage qui a été fait à côté là. Même comme il est payant, ça essaie de nous soulager beaucoup. Non, justement, c'est une très grande utilité. Et ce forage, on a creusé la profondeur de ce forage. C'est 47 mètres. C'est 15 mètres de rocher, elle est très potable. L'eau provenant des robinets, par contre, quand bien même elle est disponible, n'est toujours pas de bonne qualité. Les familles sont contraintes de trouver d'autres subterfuges pour rendre l'eau potable. L'eau de la Sénèque, parfois c'est sale, parfois c'est pas bon, il faut d'abord laisser, après avoir recueilli ce liquide, le laisser se décanter afin de passer à l'utilisation. Yaoundé a de plus en plus soif, l'eau potable est devenue un luxe, le gouvernement quant à lui va de promesse en promesse. En santé, nous nous intéressons dans ce journal à l'insuffisance rénale. D'après les spécialistes en santé, des malades du sida, de l'hypertension artérielle et même du diabète sont de potentielles victimes de cette maladie. Ces mêmes experts révèlent par ailleurs que la maladie attaque aussi bien les adultes que les adolescents. Une campagne de dépistage à cette maladie a d'ailleurs été organisée ce jour dans la ville de Douala. Le compte rendu de Warren Z2 vient de Valondongo.
Des maladies qui attaquent les reins sont multiples. Les spécialistes en épuration rénale ont parfois du mal à les citer. Néphropathie diabétique, l'hypertension artérielle peut détruire les reins. Il y a des infections, multiples infections bactériennes comme virales et des infections urinaires à répétition, VIH. On peut trouver même le tumeur, le cancer de rein. Des pathologies qui ne cessent de faire les victimes, quelquefois de manière silencieuse au Cameroun, n'épargnent pas des adolescents. Il y a les infections à streptocoque, les enfants qui font des angines à répétition, même les vers intestinaux peuvent donner l'insuffisance rénale chez les enfants par une réaction ce qu'on appelle auto-immune, une réaction immunologique. C'est-à-dire l'organisme veut se défendre contre ces infections et les anticorps que l'organisme de l'enfant a produit détruisent plutôt les reins. Les médecins affirment par ailleurs que les causes de l'insuffisance rénale chez les adultes tout comme chez les adolescents sont nombreuses. Quand un enfant a un syndrome néphrotique, il gonfle, les pieds enflent, le ventre enfle, les yeux enflent. Et quand l'enfant va vraiment commencer à être mal, avoir les nausées, les vomissements, être apathique, en général, quand il commence à avoir ces symptômes, c'est que les reins sont déjà détruits à plus de 85%. La maladie rénale chronique, stade 5, fait peur. Et c'est l'hypertension et le diabète qui sont les grandes causes de ces maladies. Roger est un malade mis sous dialyse depuis plusieurs années. Son statut actuel n'est presque pas un obstacle depuis sa nouvelle vie, malgré les dépenses financières. S'il faut regarder l'argent, on serait mort. On regarde la vie tout simplement. Vous voyez quelqu'un qui a accepté, celui qui n'a pas accepté. Moi, ça fait 14 ans. Imaginez, je suis là, je peux courir, je peux faire ce que je veux. Des néphrologues rencontrés dans un centre de dialyse à Douala soulignent que les maladies rénales peuvent être évitées. Le dépistage des urines, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, éviter des abus, n'acceptez pas vraiment d'obésité, le sport. Ajoutez à ça une hygiène de vie saine et contrôlée. Toujours en santé, on parle cette fois-ci de la lutte contre la poliomyélite pour indiquer que le Cameroun vient de changer de statut en étant désormais pays infecté et non plus pays exportateur de cette maladie. Cette annonce a été faite ce jour du côté de Yaoundé par le ministre en charge de la santé publique. Le compte rendu de Joël Essengue et Guizogo. C'est fait, le Cameroun n'est plus exportateur de la poliomyélite. C'est le ministre de la Santé publique qui l'a annoncé au cours d'un point de presse à Yaoundé. Dorénavant, le Cameroun est classé dans la catégorie des pays dits infectés. Pour y arriver, il a fallu retrousser les manches à travers 10 campagnes de vaccination qui ont touché 5 806 000 enfants et 250 000 adultes des camps de réfugiés notamment. Toutefois, la situation reste fragile et oblige à maintenir les mesures de vaccination et à renforcer particulièrement la surveillance épidémiologique. C'est ainsi qu'une nouvelle campagne de vaccination va se dérouler du 27 au 29 mars prochain. Il est donc indispensable, en période d'épidémie de polio, que tous les enfants vivant au Cameroun, âgés de moins de 5 ans, soient vaccinés à toutes les campagnes engagées. Le fait de manquer de vacciner quelques enfants à un taux supérieur à 5% fragilise la protection collective et risque d'anéantir tous les efforts déjà consentis. C'est en 2014 que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avait déclaré le Cameroun pays exportateur de poliomyélite. À terme, si au cours des 6 prochains mois, de nouveaux cas de poliomyélite ne sont pas déclarés, le Cameroun sortirait alors de la catégorie des pays infectés pour s'engager dans la voie de l'éradication de ce fléau. La suite du 20h, c'est avec les activités au Parlement camerounais, avec les députés qui reçoivent les pleins pouvoirs dans le contrôle de l'exécution du budget de l'État. Ils sont tous membres de la commission des finances et de l'Assemblée nationale. Ils ont d'ailleurs reçu de Kavayegue Djibril la mention de contribuer à l'assainissement de la gestion des finances publiques. Voyons tout cela avec Élisée Mbogba et Marcelin Ganson. Limité jusqu'ici au vote des lois et au contrôle de l'action gouvernementale, les députés vont désormais s'investir dans le contrôle des finances publiques. Jusqu'à présent, la représentation nationale recevait les rapports de l'exécutif et se basait là-dessus. Un ministre nous disait que les recettes, par exemple, des douanes étaient de 800 ou 700 milliards et que les dépenses, je ne sais pas, du ministère de l'Éducation étaient de 2000 milliards ou de 1000 milliards ou de 100 milliards. Et il fallait qu'on travaille sur ces chiffres. Maintenant, c'est un travail d'approche, c'est une insertion
question de la représentation nationale au sein de l'exécutif, pour être sûr que quand on débat au sein de la représentation nationale, que le débat porte sur des chiffres qui ont été rapportés par la Commission des finances et qui sont les bons chiffres. C'est donc un regard froid et critique que les parlementaires sont appelés à jeter sur l'exécution du budget de l'État. L'objectif étant d'améliorer la gouvernance qui fait tant défaut dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Il est question maintenant d'avoir un droit de regard, n'est-ce pas, sur l'exécution du budget, puisqu'il s'agit de contrôle des recettes et des dépenses, d'y aller de façon à pouvoir proposer s'il y a des errements qui ont été constatés. Il revient à l'équipe conduite par la présidente de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale de donner corps à ce contrôle parlementaire des finances publiques inspiré par la loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État. L'argent est le nerf de la guerre. Et la guerre, ou plutôt la bataille de développement, passe par la mobilisation optimale des recettes. Vous qui venez d'être désigné rapporteur général des recettes ou rapporteur spécial des dépenses publiques, avez une responsabilité historique et politique que vous ne devez ni ignorer ni trahir. Pour accroître la gouvernance des finances publiques, votre rôle n'est pas de sanctionner, mais d'aider à corriger, d'aider à améliorer, d'aider à mieux faire. C'est dire que le rapporteur général des recettes ainsi que les rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques ont du pain sur la planche. Bertrand Fabo-Dia prend les commandes du consulat honoraire de la République démocratique du Congo à Douala. Il a été présenté ce jour par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomon. À l'occasion, l'exéquature signée du président de la République lui a été remis. Je propose à cet effet de suivre François Luambo, il est ministre conseiller, chef des missions diplomatiques de la RDC au Cameroun, au micro d'Equinox Télévision. Donc insister sur le leadership, sensibiliser des Africains du Cameroun à tous les niveaux, sur l'importance d'avoir un leadership basé sur le caractère du leader, basé sur la vision du leader et basé sur les visions, plutôt les valeurs du leader. Ce type de leadership peut contribuer efficacement et profondément et même rapidement à l'émergence d'une Afrique sur le plan socio-économique. Le deuxième objectif de ma visite était humanitaire. Je suis membre, si vous voulez, de l'organisme appelé Mercy Ships. C'est un bateau hôpital qui soigne des malades gratuitement. Nous programmons la venue du bateau hôpital, un gros bateau avec 400 personnes qui sont dédiées aux soins, qui sont des bénévoles. Alors dans la programmation, je voulais porter la question du Cameroun sur la table pour que dans les années qui viennent, vous puissiez recevoir tous ces spécialistes qui viennent du monde pour faire des soins de très haut niveau, mais gratuitement. Eh bien, en lieu et place de l'extrait de François Luambo, vous avez plutôt eu là Lazarias Ruberwa, il est le vice-président honoraire de la République démocratique du Congo. En fin de visite au Cameroun, au cours de cette visite, il a eu à rencontrer les décideurs et leaders de l'opinion camerounaise sur le leadership et l'éthique managériale dans un contexte de crise sécuritaire. La suite, c'est avec les nouvelles en ce qui concerne la présidentielle au Nigeria. La diaspora ne participera pas au vote. Les Nigériens de Douala espèrent participer à leur destin à partir de 2019, comme l'avait promis Goodluck Jonathan. Au consulat général du Nigeria à Douala, on assure que le scrutin se tiendra dans 6 États contre le Nigeria. C'est dans ce reportage de notre reporter Serge Alordou. Kanyabasi, principal foyer de concentration de la communauté nigériane à Douala. À quelques jours du double scrutin présidentiel et législatif au Nigeria, pas d'effervescence particulière pour une veille d'élection.
Mais des images diffusées en direct par une chaîne de télévision nigériane intéressent Moya Choku Emeka, commerçant arrivé au Cameroun au début des années 80. Comme je ne suis pas européen, je n'ai pas l'occasion. Ça ne me fait pas aucun mal puisque bon, on n'a pas accordé que le vote soit plus lieu ici. Dick Okudjaku est un opérateur économique lui aussi, basé à Douala. Il accueille avec philosophie cette situation. Ça me dérange, mais en tenant compte de ce qu'il faut pour voter à l'étranger, je vois pourquoi nous ne sommes pas encore dans cette mesure de le faire. On espère que dans le jour à venir, on pouvait améliorer certaines choses qui peuvent nous aussi permettre d'exercer notre devoir civique. Comme eux, tous les autres Nigérians de la diaspora sont privés du droit de vote. Le président sortant Goodluck Ebele Jonathan avait promis de se pencher sur la situation. En 2013, quand le président Goodluck Jonathan, son excellence, était ici, on a posé la question par rapport à la communauté nigériane, la diaspora au Cameroun particulièrement. Il nous a dit qu'il y a certains arrangements qui se font déjà au niveau de l'Assemblée nationale et que, s'il plaît à dire, en 2019, les Nigérians qui sont à la diaspora pourront voter. En attendant 2019, et si et seulement si Goodluck Ebele Jonathan est réélu, l'élection de 2015 se fera seulement avec les Nigérians établis au pays. À la représentation économique du Nigeria à Douala, premier vice-consul général pour le littoral et l'ouest, Mohamed Aliou Goubouchi, se veut rassurant sur le scrutin du 28 mars. The level of preparation by INEC, that is the independent, Le niveau de préparation de ces élections par la commission électorale indépendante est satisfaisant. Les électeurs disposent de cartes de vote permanentes et électroniques. Tout ceci pour éviter de mauvaises interprétations. Autre mesure, c'est la sécurité. Comme vous pouvez le constater, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres et maritimes 2 jours avant l'élection. Il est question de s'assurer du bon déroulement des élections. Je peux vous assurer que d'après des informations en notre possession et en provenance des différents États et gouvernements locaux, que tout le matériel électoral est disponible et tout est fait prêt. all the materials necessary for the elections are there in place. Même le nord-est du pays, occupé depuis bientôt 6 ans par la secte islamiste Boko Haram, ira aux urnes pour choisir le futur président du Nigeria. From the information yesterday, À l'exception de 2 ou 3 gouvernements locaux, l'élection se tiendra dans les 36 États du pays. Aujourd'hui ou demain, la situation dans ces 2 ou 3 localités sera clarifiée. Les populations pourront ainsi choisir leur candidat dans la paix. the candidate of their choice at peace. Le double scrutin du 28 mars se tient dans un contexte particulier et fortement dominé par les questions sécuritaires. Les Nigérians de la diaspora font de beaucoup d'espoir sur le prochain maître d'Abuja, un intellectuel qui viendra éradiquer le phénomène Boko Haram. J'aime celui qui est à fréquenter, donc ce qui connaît au moins ce qui veut dire la politique. On veut un président qui va vraiment combattre cette islamiste qui s'appelle Boko Haram. On veut un président qui va les éradiquer complètement. J'annonce que nous allons recevoir le président des commerçants nigérians résidant dans la ville de Douala. Il est notre invité. Il faut dire à la suite de Serge Alaoutou que ces élections présidentielles et législatives au Nigeria sont sous la menace de Boko Haram. Et à ce sujet, le président sortant Goodluck Jonathan dit sa détermination à traquer la secte islamiste alors que son principal challenger, Muhammadou Bari, va en guerre en plus contre Boko Haram mais également contre la corruption. Avec Cyril, reportage. Boko Haram a promis de troubler la prochaine élection présidentielle au Nigeria. Et pour le démontrer, la secte islamiste, cette semaine, a enlevé 400 à 500 femmes et enfants dans la ville de Damasak, au nord-est du Nigeria. Du coup, la lutte contre Boko Haram anime la campagne présidentielle. Souvent critiqué de ne pas fournir assez d'efforts pour traquer Aboubakar Shekau et ses complices, Goodluck Jonathan, président sortant et candidat à sa propre succession, cette fois s'est mis en treillis pour montrer qu'il allait au front contre Boko Haram. La chose principale, la chose clé, c'est d'être sûr que nous chassons Boko Haram hors du Nigeria. 14 candidats sont enregistrés pour la présidentielle au Nigeria.
Si Muhammadu Buhari, principal adversaire du président sortant, promet lui aussi de traquer Boko Haram, l'essentiel de son discours repose cependant sur la lutte contre la corruption. La corruption est devenue une culture au Nigeria, mais le jour où nous prêterons serment, toute personne ayant abusé de notre confiance devra rendre des comptes. À mesure que la date du scrutin approche, la pression monte dans le pays. La police exhorte les électeurs à repartir immédiatement après avoir introduit leur bulletin dans l'urne. Les partis politiques demandent plutôt de rester et de veiller pour éviter des tripatouillages pendant le dépouillement. Mais depuis la Maison-Blanche aux États-Unis d'Amérique, Barack Obama tire la sonnette d'alarme. J'en appelle donc à tous les dirigeants et les candidats pour faire comprendre à leurs partisans que la violence n'a pas sa place dans les élections démocratiques et qu'il ne faut pas inciter, soutenir ou perpétrer toute forme de violence avant, pendant ou après le décompte des votes. Les élections réussies et démocratiques aideront le Nigeria à relever les défis urgents auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Boko Haram, un groupe terroriste brutal qui tue des innocents, des hommes, des femmes et des enfants, doit être arrêté. Initialement prévu le 14 février dernier, la présidentielle nigériane avait été repoussée de 6 semaines. Question de permettre à l'armée, alors concentrée sur la lutte contre Boko Haram, de se déployer dans tout le pays. Toujours à l'étranger, on parle à présent du crash de l'avion de la Germanwings pour dire que l'enregistrement sonore de la boîte noire révèle que l'action du copilote peut s'analyser comme une volonté de détruire l'avion. Selon le procureur de Marseille, rien n'accrédite la thèse d'un acte terroriste. Le copilote allemand Andreas Lubitsch, âgé de 28 ans, ne présenterait aucun signe d'un présumé terroriste. Des nouvelles de sport nous amènent à parler des Lions indomptables. Plusieurs joueurs sélectionnés pour le match amical contre l'Indonésie n'ont pas répondu présent à l'appel le jour du match. Un véritable chemin de croix pour le coach Volker Finke qui était contraint d'aligner une équipe expérimentale. Hervé Kam. Ce match amical Indonésie-Cameroun du 25 mars 2015 restera dans les annales du football mondial, pas comme le meilleur match des Lions indomptables du Cameroun, mais comme un match des absences records dans la tanière des Lions indomptables le jour J d'un match international. Un vrai casse-tête pour le coach Volker Finke, qui ne savait pas à quel sens se vouer. Sur les 23 joueurs convoqués par le technicien allemand pour ces 2 matchs amicaux de la période FIFA, seuls 13 joueurs étaient dans les vestiaires pour ce premier match amical contre l'Indonésie. Au moment de donner le coup d'envoi de la rencontre, certains joueurs étaient encore dans l'avion et d'autres n'avaient pas donné de nouvelles. L'entraîneur Volker Finke, qui n'avait pas tous ses hommes sous la main, ne peut pas compter sur un banc de touche profond. Face à cette difficulté de regrouper tous les joueurs sélectionnés, Volker Finke a titularisé un amateur, Ngweni Dassideni, de Unisport du Okam. Onyongo Bitolo Ambroise est repositionné dans l'axe de la défense camerounaise. Jusqu'à la fin du match remporté par le Cameroun, Stéphane Biaïtoundi, le capitaine, et plusieurs joueurs sélectionnés étaient attendus à Sidiouadjo en Indonésie. Problème de connexion de vol entre l'Europe et l'Asie pour les joueurs qui ont disputé les matchs en club le week-end dernier, ou tout simplement une volonté de boycotter ce match amical. La question taraude les esprits. Si l'administration des Lions indomptables garde le silence, Eric Marcin Choupo-Moting et Joël Matip, indisponibles, pourraient être forfaits pour le prochain match. Dans cette incertitude, l'encadrement technique espère avoir tous les joueurs pour le match contre la Thaïlande du lundi 30 mars prochain. Place à présent à l'élection présidentielle et législative au Nigeria prévue samedi prochain. C'est avec notre invité dans quelques poussières de secondes seulement. Chief Augustine Noadou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des commerçants nigériens résidant à Douala. Oui, oui. Alors, bientôt, dans quelques jours, seulement disons 2 jours, il y aura double élection au Nigeria, votre pays d'origine. En tant que ressortissant de ce pays et au vu de la guerre, des exactions causées par Boko Haram, notamment dans l'état du Borno, comment est-ce que vous vivez ce qui se passe dans votre pays?
puisque vous êtes très loin. Est-ce que vous vous sentez vraiment préoccupé par la situation qui est prévue dans l'état du Borno au Nigeria? Oui, monsieur Etienne Pascal, je vous remercie pour m'inviter pour les médias de ce soir-là. J'apprécie l'Equinox télévision. Je vais vous dire dans la vérité, ce qui se passe au Nigeria ne nous plaît pas parce que normalement, ça a tué l'économie du pays. Si vous voyez que depuis 10 mois aujourd'hui, là, que nous ne voyageons pas, c'est parce que le Boko de Haram, là, qu'on appelle là. Je vais vous dire, on n'a pas pris dans la responsabilité à tant que telle à l'époque. On croyait que c'est des amusements. Mais doucement, vraiment, ça est arrivé dans une manière que maintenant, ce sont eux qui voulaient donc contrôler le pays. Donc ça veut dire que ça a eu un sérieux problème, un impact sur vos activités commerciales, vous voulez dire? Ça nous a menacés, trop menacés. Parce que même beaucoup de clients là ne viennent plus. Parce que quoi? Là, au nord, là, le commerçant nigérian qui vit de l'autre côté là ne peut plus descendre sur l'autre côté de Onitsha pour acheter les marchandises, pour nous vendre. Parce que chacun a son responsabilité à participer. D'accord. Ouais. Voilà, il faut aussi aller à l'attention de ceux qui nous suivent que vous êtes d'expression anglophone parce qu'on parle l'anglais au Nigeria, donc que ceux qui nous suivent soient assez indulgents. Et il y aura donc ce double scrutin samedi et un scrutin auquel vous n'y prendrez pas part. Comment est-ce que vous réagissez à cette décision d'interdire le vote à la diaspora, à ceux qui vivent hors du Nigeria? Oui, nous tous on a voulu dans la vote ici au pays. En tant que ressortissants du Nigeria là, nous sommes nombreux ici, par exemple au Cameroun, comme ailleurs. Mais vraiment, ils n'arrivent même pas à organiser dans les élections au Nigeria là. Ce n'est pas les Syriens qui vont organiser les élections. Mais je crois qu'à 20 ans plus, comme le président Jonathan avait dit là, que vous espérez qu'en 2019, on est sûr de voter. Bon, maintenant, en ce qui concerne ces élections, est-ce que, d'après vous, les assurances du président Goodluck Jonathan peuvent vous permettre de croire qu'il y aura les élections samedi? Oui, je vous rassure ça. Le problème était que bon, les Nigériens sont trop sages. Chacun veut compliquer des situations, mais je crois que vraiment, en temps normal, comme vous voyez, ces élections samedi là, tout va rouler dans l'ordre. Le président nous a promis, il a mis toute la sécurité en ordre. Bon, tout le monde doit voter. Et pour un ressortissant nigérien, parce qu'il faut dire que le Nigeria, votre pays, a fermé les frontières terrestres et maritimes. Il y a il reste la voie à Yéyen. Vous pouvez toujours vous rendre là-bas pour participer au vote. Oui, on va aller. Les affaires du Nigeria nous concernent à tous. Il faut faire tout et tout pour participer dans les élections là. Pour mettre Goodluck Jonathan, parce qu'un seul vote lui-même manquait d'être leader demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rendre compte, il faut aller soutenir donc le président qui a beaucoup travaillé, qui a ramené le pays, que les militaires ont tout gâté depuis 36 ans. Il y a pourtant il y a 14 candidats à cette élection. Comment est-ce que vous appréciez cela? C'est trop de candidats. Vous aurez souhaité qu'il y ait moins de candidatures, par exemple? Oui, mais moi je voulais qu'on limite dans les candidatures, parce que normalement même à l'État-Unis là, il y avait comme ça là, que ça a commencé à l'époque. Ce qui tue les Africains, nous sommes pressés pour faire le réalisme. Tu comprends, non? Il faut aller boulot, mais un temps, ça va arriver comme en États-Unis. D'accord. Et il y a donc une partie des Nigérians au Nigeria qui ne prendra pas part à cette élection. Il s'agit du Nord-Est, où on a dit qu'il n'y aura pas vote. Pour vous, c'est une situation normale? Non, ce n'est pas une situation normale, mais on ne peut pas faire perdre la tête parce que Goodluck Jonathan nous avait promis qu'aucune élection mérite la tête des Nigériens. C'est pas parce qu'on dit que ce sont les dons, les noms, ou bien c'est n'importe comment qu'on dit qu'ils ne vont pas voter là. Il y a la menace de Boko Haram. Oui, il y a la menace de Boko Haram, mais le problème était qu'avec leur carte de vote, ils vont voter même ailleurs. Je les ai vus l'autre jour à Haïti qui faisaient leur campagne. Tout le monde était réuni là pour aller à la vote. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voté dans un autre qu'on va dire qu'ils n'ont pas voté. Non, ils sont prêts à voter ailleurs. Comme par exemple, on les a logés à Abuja. Beaucoup de menaces là-bas chez eux. Là. Maintenant, on l'a fait ramener à Abuja pour voter. Parce que ça, les élections ne vont plus dire que ça ne va pas être 100%. Mais dit que tous les Nigériens ne vont pas prendre au vote pour vous.
Oui, c'est ça, mais même en État-Unis, là, on a vu 100%. C'est parfois 60%, 70%, c'est très bon. Je crois que vraiment, pour le Nigeria, ce n'est pas essentiel. D'accord. Augustine Nouadou, dites-nous, lors des récentes élections présidentielles, c'était en 2011, on avait quand même noté beaucoup de morts. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce type de problème, les Nigérians qui ne s'entendent pas au niveau des résultats à chaque fois qu'il y a une élection au Nigeria? Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, mais beaucoup de gens ne comprennent pas le mot d'élection. Ils croient que c'est la guerre. Je veux que tu es, je prends ça par la force. Non, les choses doivent aller dans une situation que tout le monde est d'accord. Les mots que tu vois là, c'est parce que quand beaucoup de gens disent que non, j'ai déjà gagné les élections. Ou bien quand on laisse un ancien militaire qui n'est pas pris dans les gestions des gens, il n'a même pas pris les politiques. Il est là seulement pour la force. Bon, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous attendez un militaire? Retraité? C'est la force. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la force? C'est l'âme qui part à ce temps-là. Mais un temps, on va encore ramener tout le monde à ordre. Alors pour vous, il serait idéal que ce soit un civil qui gagne les élections? C'est ça, parce que nous on a testé dans les anciens militaires là pendant 36 ans qui sont gérés les pays là. Il n'y a rien. C'est la précipitation pour rien. Ils n'ont rien à prouver que vraiment ils sont dans les milieux qu'on peut gérer les gens. Mais vous voyez, il y a par exemple maintenant même. C'est un homme qui a ramené tout le monde dans un tableau donné et dit que mais, tout manger avec le cœur, c'est le plus bon. Mais quand tu manges avec la fourchette, le reste va bouger. D'accord, Chief Augustine Nouadou, c'est samedi, puisque vous n'irez pas prendre part aux élections au Nigeria, comment est-ce que cette journée, vous allez la passer à Douala? Le jour là, on va faire les prières ensemble, avec tout le peuple, même les Camerounais vont nous soutenir pour les prières là, parce que normalement, c'est vrai parce que tu as voté, tu n'as pas voté qui est intéressant, mais il faut donc la unité du pays, ça nous amène. Nous tous serons ensemble le même jour là pour faire prier pour l'État de Nigeria, pour ne pas avoir les violences. D'accord. C'est tout ce qu'on souhaite à ce pays voisin au Cameroun. Merci Chief Augustine Nouadou. Il faut rappeler que vous êtes le président des commerçants nigérians exerçant dans la ville de Douala. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci Etienne Pascal Azouga. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été à notre compagnie. Nous espérons vous avoir encore autant nombreux demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.